où l'Alliance Fleuve Congo affronte un gouvernement incapable de répondre aux aspirations du peuple. Et ce conflit, loin d'être une simple querelle sécuritaire ou économique, est le symptôme d'une crise systémique aux racines historiques, structurelles, profondes. La gouvernance est désastreuse, l'exclusion politique, la marginalisation ethnique et l'incurie de l'État congolais ont transformé la partie orientale de notre pays en un champ de ruines où des millions de civils payent le prix d'un pouvoir corrompu et incompétent. Le régime de Kinshasa, sous la présidence de M. Félix Tshisekedi, a non seulement échoué à pacifier les stupéfiants, mais a aggravé la crise par des alliances avec des milices génocidaires comme les FDLR et un mépris flagrant pour les engagements régionaux. Notre combat est légitime, oui, parce que c'est un combat juste et justifié. Comment et pourquoi? L'AFC M23, loin d'être une organisation opportuniste, incarne le cri de désespoir des communautés abandonnées, stigmatisées et persécutées. Elle ne cherche ni la sécession, ni la destruction, mais la justice, la sécurité, l'égalité des droits et un dialogue sincère face à un État qui a renoncé à ses responsabilités fondamentales. Notre exposé de ce jour portera donc sur les causes profondes des conflits, trop souvent occultés par des récits simplistes et manipulés par Kinshasa pour détourner l'attention sur ses propres crimes, ses propres turpitudes. Il est urgent d'agir face à un gouvernement qui, par son inaction et sa corruption, menace la survie même de la nation congolaise. Il s'agit donc d'une lutte existentielle. Notre survie et la paix durable dans notre pays exigent une reconnaissance sans concession des véritables causes du malaise et une condamnation ferme de la dérive du régime. Les causes profondes de ces conflits sont les suivantes. D'abord, l'échec des accords, qui est une litanie de trahison gouvernementale. Depuis 2003, une série d'accords internationaux soutenus par l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis et d'autres acteurs a tenté de ramener la paix en RDC. Tous ont été systématiquement sabotés par le gouvernement congolais qui a fait preuve d'un mépris cynique pour ses engagements, alimentant la méfiance et légitimement les revendications de tous les mouvements de résistance dont le dernier en date est l'AFC M23. Plusieurs accords donc avaient été signés, dont l'accord de Sun City de 2003, qui était un espoir piétiné. Signé sous l'égide de l'Union africaine, des États-Unis, de l'Union européenne et de l'Afrique du Sud, ces accords promettaient de mettre fin à la deuxième guerre du Congo en
s'attaquant aux causes profondes. Quelles étaient ces causes profondes? À cette époque-là, il y avait l'exclusion politique, l'insécurité communautaire et la réforme de l'État. Au lieu de cela, Kinshasa s'est contenté d'un partage cosmétique du pouvoir, ignorant les réformes essentielles de l'armée, je veux dire, de la justice et de la gouvernance. Les communautés marginalisées, notamment dans l'Est, et les réfugiés ont été délaissés pour compte. Leurs doléances ont été tout simplement ignorées. L'accord prévoyait la mise en place d'une commission vérité et réconciliation, conçue comme un mécanisme fondamental pour faire la lumière sur les crimes passés, restaurer la confiance entre les communautés et jeter les bases d'une paix durable. Cependant, cette commission n'a jamais vu le jour, non pas par manque de moyens, mais par manque de volonté politique. Le pouvoir en place s'est montré hostile à toute démarche susceptible de révéler la vérité sur les responsabilités historiques, préférant l'oubli à la justice et l'impunité à la réconciliation nationale. Cette absence de mise en œuvre traduit le désintérêt manifeste pour la réconciliation nationale, pourtant indispensable à la reconstruction du tissu social commun. Conséquence de cela, la non-application des réformes a sémé les graines des rébellions futures, dont celle du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. Le deuxième accord, c'était le Gentleman Agreement, qui a été finalement une confiance trahie. Cet engagement, basé sur la coopération pour neutraliser les groupes armés via un processus de mixage, a été rompu par Kinshasa, qui a préféré s'allier à des milices communautaires, y compris les FDLR, responsables du génocide des Tutsis au Rwanda de 1994. Cette alliance toxique a marginalisé les éléments intégrés du CNDP, brisant toute tentative de paix inclusive. La conséquence, c'est que cette trahison a ravivé les hostilités, menant à de nouvelles confrontations. Troisièmement, les résolutions pertinentes de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, ainsi que les actes d'engagement de Goma de 2008, qui ne fut que des promesses jetées aux Occidentaux. Signés sous la supervision des États-Unis, de l'Union africaine et de l'Union européenne, de l'ONU et de la CIRGL, ces actes prévoyaient le désarmement, la démobilisation, la réintégration, des programmes de stabilisation et de reconstruction et le retour des réfugiés. Dès que la pression sécuritaire s'est relâchée, Kinshasa a abandonné ses initiatives, laissant les programmes s'effondrer et refusant de désarmer les milices pro-gouvernementales. La conséquence de cela, c'est que c'était l'absence de la stabilisation et de construction, ce qui a exacerbé le sentiment d'abandon dans la partie orientale du pays, renforçant la légitimité du CNDP. Le quatrième accord,
c'est l'accord du 23 mars qui est très connu, qui fut une persécution au lieu d'une réconciliation. Cet accord signé par avec le CNDP, sous l'égide de l'Union africaine, des Nations Unies, de l'Union européenne et de la CIRGL, promettait d'intégrer le CNDP dans les FARDC. Sa transformation en parti politique, la neutralisation des groupes armés, un plan de pacification et de renforcement de la cohabitation entre les différentes communautés ethniques, ainsi que le retour des réfugiés. Au lieu de cela, les ex-CNDP intégrés ont été persécutés, assassinés à Kinshasa, à Dungu, à Kamanyola, à Kamituga, à Rangira et à Angui, rappelant sinistrement les massacres de Kinshasa et de Kamina, que leur communauté était stigmatisée comme infiltrée étrangère. Les promesses de réconciliation nationale et de retour des réfugiés, ainsi que la mise sur pied d'une commission qui devrait se charger de superviser le retour et d'aider à la restitution de leurs biens, ont été bafouées. Conséquence de cela, c'est que ces exactions ont ravivé la méfiance et renforcé la détermination des communautés marginalisées à se défendre au sein du mouvement du 23 mars qui revendique la mise en œuvre des accords du 23 mars 2009. Le 5e accord, c'est la déclaration de Nairobi, qui fut sabotée de manière délibérée. Cet accord et ces déclarations ont été signées le 13 décembre 2013. Facilité par la SADC, le Kenya, l'Ouganda, l'Union africaine, les Nations unies, les États-Unis et l'Union européenne, ces déclarations engageaient le M23 à mettre fin à sa rébellion en lui reconnaissant le droit de se transformer en une organisation du droit commun. Le M23 avait signé un acte de cessation de rébellion et a déposé les armes. En retour, Kinshasa s'engageait à appliquer l'accord du 23 mars 2009. Mais le gouvernement a rejeté cet accord au motif que l'M23 n'avait plus de forces contraignantes sur le terrain, car s'étant retiré du territoire national après des affrontements avec la brigade d'intervention FIB de la MONUSCO décidée par le Conseil de sécurité d'Afrique par sa résolution 2098 qui transforme cette dernière en force belligérante. Conséquence de tout cela, c'est que cet échec a conduit à la résurgence du M23, déterminé à obtenir justice, rejoint par d'autres compatriotes congolais, laissés par l'intransigeance et la gouvernance chaotique du régime de Kinshasa. Des politiques, des membres de la société civile, des militaires, des policiers et des Congolais de tous horizons et de toutes tendances ont formé une grande plateforme dénommée aujourd'hui Alliance Fleuve Congo. Ces échecs répétés sont le fruit d'une absence criminelle de volonté politique de la part de Kinshasa, marquée par des trahisons, des assassinats ciblés et un mépris total pour les garants régionaux et internationaux. L'AFC M23, héritière de ces frustrations, exige
des garanties contraignantes pour tout nouvel accord afin d'éviter un énième cycle de trahison. Les rôles biaisés de la MONUSCO, notamment sa brigade d'intervention, qui a pris parti contre l'M23 en 2013, a aggravé la crise en sapant la neutralité onusienne. Je dois ajouter à ces accords l'accord de 2020 qui a été entendu ou convenu à Kinshasa. Vous voyez que j'évite le mot de signer parce que nous n'avons pas signé quoi que ce soit à Kinshasa, mais nous nous étions mis d'accord sur un certain nombre de choses, dont la constitution d'une force spéciale qui devait se charger des poches d'insécurité dans l'est du pays, le retour des réfugiés, la réconciliation nationale, la pacification de l'est du pays. M. Tshisekedi s'était engagé avec nous. Parce qu'à ce moment-là, lorsque nous sommes allés à Kinshasa, nous étions partis lui offrir notre reddition sans condition. C'est lui qui nous a proposé de nous accorder pour que nous puissions pacifier les pays ensemble. Et nous nous sommes accordés sur un certain nombre de choses qui devraient être faites. Mais vous rappellerez que 2 semaines après, notre sortie, après avoir passé 14 mois à Kinshasa, M. Tshisekedi va nous demander de rentrer à la base en attendant la mise en œuvre de l'accord que nous devions signer, sur lequel nous venions de nous. Et 2 semaines après, il va lancer des hostilités contre les forces sur la montagne de Sabinho. Et voilà comment est partie la guerre. Le deuxième grand point, ou la deuxième grande cause, c'est la complicité de la communauté internationale, une neutralité compromise. La communauté internationale, malgré son rôle dans la signature des accords, porte une lourde responsabilité dans la persistance du conflit. En fermant les yeux sur les abus de Kinshasa et en adoptant une approche superficielle, elle a trahi les espoirs du peuple congolais. Une médiation de façade par sa façon de faire la médiation, qui était une façon beaucoup plus simpliste de faire la médiation, la communauté internationale a sapé pratiquement le processus. Les acteurs internationaux ont privilégié des succès diplomatiques, des courtes vues, paraphant des accords sans s'assurer de leur mise en œuvre. Vous rappelez que dans tous les accords que nous avons eu à signer avec Kinshasa à l'époque, la communauté internationale était toujours présente et jouait le rôle de facilitateur, et parfois même le rôle de médiateur, et aussi de garant de la mise en œuvre des accords. Mais après la signature des accords, la même communauté internationale s'en allait et ne pouvait plus se poser la question de savoir ce qui est devenu, ce que sont devenus les accords. Et elle est revenue lorsqu'il y avait des conflits nouveaux qui naissaient pour commencer à distribuer des points aux uns aux autres et peut-être même à prendre part, à prendre parti en faveur d'une partie opposée. La partialité scandaleuse
de la communauté internationale. Au nom de l'intégrité territoriale, les puissances internationales ont soutenu sans réserve un régime corrompu et autoritaire, fermant les yeux sur les exactions, sur sa corruption endémique et ses violations massives des droits humains. Cette complaisance a renforcé l'impunité de Kinshasa au détriment des droits fondamentaux des Congolais. La dérive belligérante de la MONUSCO. La transformation de la MONUSCO en force offensive via la brigade d'intervention FIB en 2013 a marqué un tournant désastreux. En s'engageant dans des combats contre l'M23, la mission onusienne a perdu toute crédibilité comme force impartiale, devenant un outil au service des intérêts du gouvernement. Cette partialité a brisé la confiance des communautés locales et alimenté la perception d'un conflit international, d'un complot international contre les populations de l'Est. L'approche incohérente et biaisée de la communauté internationale a donc transformé la MONUSCO en un acteur belligérant, exacerbant la méfiance des Congolais envers les institutions internationales. Toute nouvelle médiation internationale devrait rompre avec cette complaisance, exiger des comptes et restaurer une impartialité sans faille. Cette expérience a été une première à travers le monde et à travers l'histoire des Nations Unies. Parce que lorsque vous parcourez l'histoire des Nations Unies, à aucun moment les Nations Unies n'avaient été belligérantes dans un conflit. Et sa décision avait été justifiée, d'après eux, par le besoin d'appuyer une solution politique. Comment vous pouvez appuyer une solution politique en appuyant une partie au conflit militairement? C'est une question qui reste posée et je crois que l'échec aujourd'hui des Nations Unies en République démocratique du Congo a démontré que cette option-là était une grave erreur que les Nations Unies ont prise. Alors, le troisième grand chapitre, ce sont les causes structurelles. Un État prédateur au service d'une élite. La gouvernance catastrophique de la RDC sous la férule d'un régime corrompu et autoritaire est au cœur du conflit. Les pratiques systémiques du régime de Tshisekedi, corruption, tribalisme, violation répétitive de la Constitution, ont plongé des millions de Congolais dans la misère et l'exclusion. D'abord, la corruption endémique, un pillage organisé. Les élites de Kinshasa, avec la complicité de M. Tshisekedi, détournent massivement des revenus publics, notamment ceux des minéraux, or, coltan, cobalt, etc. Vous le connaissez. Selon ces rapports ou des rapports de l'ONU, 90% des revenus miniers échappent au trésor public, enrichissant une poignée de privilégiés, tandis que l'ensemble des provinces de la RDC sont asphyxiées de violations de la Constitution, un mépris de la loi. Le régime Tshisekedi foule au pied la Constitution, notamment l'article 109 qui exige la retenue de 40% des recettes provinciales
pour les entités décentralisées. Ces détournements délibérés privent les provinces des ressources vitales, aggravant la pauvreté et la marginalisation. 3. Le tribalisme et le népotisme, une gouvernance clientéliste. Le régime favorise une seule communauté tribale dont est issu le président Félix Tshisekedi Tshilombo, au détriment d'autres, notamment les communautés d'expression Kinyarwanda. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus vers l'exclusion des communautés d'expression swahili, systématiquement exclues des postes administratifs. Là, je parle des communautés d'expression Kinyarwanda, et purgées des institutions militaires. Cette gestion tribale alimente les tensions ethniques et renforce le sentiment d'injustice et de rejet. 4. La centralisation excessive, qui est un abandon des régions. Les pouvoirs concentrés à Kinshasa privent les provinces des services essentiels. Selon la Banque mondiale, moins de 10% de la population rurale a accès à l'eau potable et les infrastructures, c'est-à-dire les routes, écoles, hôpitaux, sont quasi inexistantes sur l'ensemble du territoire. Aucune infrastructure reliant ne relie l'est du pays à l'ouest, ni le nord au sud. Cette négligence criminelle condamne des millions ou des millions de Congolais à la paupérisation. 5. Absence des services publics, un État fantôme. L'état civil est dysfonctionnel. Avec des millions de Congolais sans pièce d'identité, ce qui exacerbe l'exclusion des communautés marginalisées. L'absence de services minimums de base, santé, éducation, sécurité, témoigne de l'incapacité du gouvernement à remplir ses fonctions fondamentales. La quatrième grande cause fondamentale, c'est la faillite systémique de l'État, qui a créé un vide à combler. L'incapacité chronique de l'État congolais à gouverner alimente les conflits et légitime les revendications de l'AFC-M23, qui fournit des efforts pour combler le vide laissé par un régime défaillant dans l'espace qu'il contrôle. Dans ce chapitre, nous allons parler de la perte du contrôle de l'appareil étatique. L'État ne contrôle ni son territoire, ni les organes de sécurité, ce qui fait que les milices opèrent librement, ni son économie, ce qui amène à beaucoup plus une économie qui est dominée par des réseaux informels et étrangers. Les officiers des FARDC, au lieu de remplir leur mission régalienne, profitent de cette faiblesse structurelle pour diriger des entreprises criminelles de gardiennage, de mines et de protection des exploitants mafieux, illégaux des ressources et la protection des exploitants mafieux et illégaux des ressources du pays. Et qui plus est, ces officiers détournent systématiquement les soldes et rations alimentaires de leurs subalternes. Deux, incapacité à répondre aux besoins. Avec 73% de la population vivant sous le seuil de la pauvreté, moins d'$1 par jour, ce sont des données de la Banque mondiale, l'État abandonne ses citoyens
à l'extrême misère, sans accès à la santé, à l'éducation ou à la sécurité physique et alimentaire. Cette négligence criminelle alimente le soutien de l'AFC M23. Absence de vision nationale. Le régime Tshisekedi manque de stratégie pour unifier le pays, pour promouvoir le développement, comme en témoigne l'abandon de tous les programmes de développement national. Cette absence de projet national renforce la légitimité des appels de l'AFC M23 à une refonte institutionnelle. Des dysfonctionnements institutionnels. Toutes les institutions du pays, surtout la présidence de la République, sont paralysées par la corruption, l'amateurisme et l'inefficacité. Les fraudes électorales massives en 2018-2023 ont délégitimé le régime, tandis que les opposants, les journalistes et les activistes sont muselés, exilés ou purement et simplement assassinés. L'existence des partis politiques sans fondement idéologique, lesquels partis comblent le vide par des considérations ethniques. La faillite de l'État, orchestrée par un régime corrompu et autoritaire, a créé un vide que l'AFC M23 exploite pour offrir une alternative. Ce désastre systémique exige une réforme radicale de la gouvernance. La cinquième grande cause, c'est l'insécurité, qui est une politique d'exclusion et de haine. L'insécurité chronique dans l'Est, alimentée par des politiques gouvernementales discriminatoires, est une cause majeure du conflit. Le régime Tshisekedi attise les tensions ethniques pour consolider son pouvoir au mépris de la cohésion nationale. Dans ce chapitre, nous parlerons notamment de la stigmatisation des populations d'expression Kinyarwanda et discours de haine. Les Tutsis, les Hema, les Banyamulenge sont victimes des discours de haine orchestrés par des officiels qui les qualifient d'infiltrés rwandais. Ces campagnes médiatiques alimentent les violences contre ces communautés. Massacre post-intégration. Après l'accord de 2009, des ex-SNDP intégrés dans les FARDC ont été assassinés, comme nous l'avons dit auparavant, à Dungu, à Kisangani, à Kamanyola, à Fizi, et Ange, ciblés pour leur appartenance ethnique. Ces crimes impunis ont renforcé la méfiance envers Kinshasa. Plus récemment encore, dans les combats qui ont éclaté en 2021 entre les FARDC et les M23, des officiels, des officiers et des soldats, tous intégrés au sein des FARDC, au nom du processus de brassage en 2003, mixage en 2006 et intégration en 2009, ont été exécutés par leurs propres collègues, leurs corps brûlés et mangés. Alliance avec des groupes criminels et recrutement des mercenaires. Les FARDC collaborent avec les équipes porteuses d'une idéologie génocidaire anti-chrétienne et les ADF, un groupe terroriste islamiste d'origine ougandaise qui constitue une menace pour toute la sous-région. Ces alliances confirmées par des rapports de l'ONU exacerbent les tensions ethniques et discréditent l'État. La présence des groupes armés
ou des groupes de mercenaires en RDC est une réalité documentée. Plusieurs de ces acteurs sont engagés dans les conflits pour des raisons commerciales, politiques, géostratégiques, recrutés par le pouvoir congolais. Pourtant, la Convention des Nations Unies du 4 décembre 1989 interdit le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires. Mais ceci n'a pas scandalisé la MONUSCO, qui a préféré se rendre complice de leur crimes en opérant avec eux. Des rapports indiquent que des armes modernes, les MJ, MA, M1, par exemple, ont été utilisés par des milices soutenues par les FARDC en violation de l'embargo imposé par l'ONU. La légitimation des milices. La loi numéro 23/014 de mai 2023 accorde un statut de réserviste au Myanmar. Des milices tribales qui ciblent les personnes d'expression kinyarwanda et les Hébés. Cette légitimation des exactions est une provocation directe contre les communautés marginalisées. D'autant plus que le pouvoir est allé jusqu'à élever abusivement ces groupes criminels au rang des patriotes, désormais désignés sous l'appellation de Ouazalé. Et à ce sujet, vous le savez très bien que le Muzalendo, c'est celui qui porte le plus le discours haineux. Et c'est celui qui mange la chair. C'est celui-là qu'on appelle le Muzalendo. Celui qui se montre plus hostile à son compatriote. C'est celui-là qu'on appelle le Muzalendo. C'est celui-là qu'on appelle patriote, selon le régime de Tshisekedi. Déni de nationalité et refus de retour des réfugiés. Les Congolais d'expression kinyarwanda ont été chassés des autres parties du pays et se sont retrouvés apatrides dans leur propre pays, confinés à Rutshuru, à Masisi, à Fizi, à Goma, où ils subissent des persécutions. Les membres de ces communautés, réfugiés en Ouganda, au Rwanda et au Burundi, sont qualifiés d'envahisseurs quand ils expriment le souhait de regagner la mère patrie. Ils sont confrontés au refus catégorique des autorités qui ont décidé purement et simplement de les bannir du territoire national en bloquant leur rapatriement. Ces politiques discriminatoires sous l'indifférence de la MONUSCO ont transformé l'Est en un foyer de violence ethnique. L'AFC-M23, en se posant comme protecteur des communautés marginalisées, gagne en légitimité face à un régime qui sème la haine. La sixième grande cause profonde, ce sont les défis politiques. Un régime illégitime et intolérant. Les dysfonctionnements politiques de la RDC, marqués par l'illégitimité et l'autoritarisme, alimentent les conflits en marginalisant toute voix dissidente. Dans ce chapitre, nous allons examiner des faits comme l'illégitimité électorale ou les fraudes massives lors des élections de 2018 et de 2023 ont sapé la légitimité du régime de M. Tshisekedi, alimentant
les contestations de la FCN3 et d'autres acteurs politiques. La victoire proclamée par Félix Tshisekedi en 2018 ne reflétait ni la vérité des urnes, ni la volonté populaire. L'élection présidentielle du 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo demeure l'une des plus controversées de l'histoire politique récente du pays. Contrairement à l'annonce officielle par la Commission électorale nationale indépendante, Félix Tshisekedi n'a pas gagné cette élection. Les données disponibles, fuite interne, rapport d'observation électorale et analyse indépendante indiquent que Tshisekedi était en troisième position. La proclamation de Tshisekedi comme président élu a suscité une vague de condamnation et de doutes exprimés par de nombreuses puissances étrangères et les institutions internationales qui ont remis en cause la crédibilité du processus électoral. Les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, l'Union européenne, l'Union africaine, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, la Suisse, ainsi que plusieurs autres partenaires internationaux, notamment les organisations internationales telles que l'Organisation internationale de la francophonie, Human Rights Watch, Carter Center, etc., ont toutes signalé des irrégularités, un manque de transparence et de manœuvres politiques opaques autour du processus électoral. La CENCO, qui avait mobilisé plus de 40 000 observateurs sur le terrain, a constaté des écarts significatifs entre les résultats officiels et ceux relevés dans les bureaux de vote. Elle a clairement laissé entendre que le candidat Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Cependant, dans un contexte de tension extrême, elle a opté pour une posture pragmatique et de responsabilité nationale en appelant les Congolais à préserver la paix civile, alors que les Congolais ont unanimement rejeté ces résultats et s'apprêtaient à les contester au prix de leur vie. La CENCO les a appelés à la retenue et au calme. Monseigneur Donatien Chauvet, secrétaire général de la CENCO, a affirmé que l'Église catholique continuerait à travailler avec les nouvelles autorités sans reconnaître formellement leur légitimité électorale dans le but de préserver la cohésion nationale et la stabilité. Ce choix fut interprété comme un appel au dépassement des divisions politiques pour éviter une nouvelle guerre civile. La CENCO, tout en réprouvant la manipulation électorale, a choisi la voie de la paix et de la stabilité dans un pays fragilisé par des décennies de conflits et de crises institutionnelles. Tshisekedi a fait le choix contraire de la remise en cause de cette paix et cette stabilité pour lesquelles les Congolais ont sacrifié leur foi en acceptant son accession à la magistrature suprême dans les conditions que tout le monde connaît. La CENCO, tout en dénonçant les manipulations électorales, a privilégié la stabilité nationale à l'instabilité politique, aux troubles sociaux dans un pays marqué par des décennies de conflits. Violation des lois, le non-respect de la Constitution, la centralisation excessive, tentative de prolongation des mandats et des accords internationaux des régionaux et de la mauvaise administration de la justice
renforce l'instabilité et la méfiance envers les gouvernements. La répression de l'opposition. Les opposants politiques sont tués et ciblés par des persécutions judiciaires, tandis que des journalistes et activistes sont arrêtés ou forcés à l'exil. Cette intolérance politique étouffe tout dialogue. Rejet du dialogue. Kinshasa a toujours refusé la résolution politique des conflits, préférant la voie militaire au dialogue dans le but d'éviter la solution aux causes profondes des conflits. L'illégitimité et l'intolérance du régime poussent ces organisations ou des organisations comme l'AFC-M23 à contester un système qui exclut toute alternative. Enfin, la sixième cause, c'est la crise des réfugiés, un déni humanitaire scandaleux. La gestion de la question des réfugiés d'expression kinyarwanda est une cause majeure du conflit, marquée par les refus obstinés de Kinshasa de respecter ses engagements. Non-respect des accords. Tous les accords signés entre le gouvernement et nos différents mouvements en 2003, en 2008, en 2009 et en 2013 et plus récemment en 2020 consacraient le retour sécurisé des réfugiés. Mais dans les faits, le gouvernement les traite d'étrangers et d'envahisseurs, bloquant ainsi la possibilité de leur retour. Et à ce chapitre, vous vous rappelez que chaque fois que nous parlons du retour des réfugiés, le gouvernement de Kinshasa parle de la tentative du Rwanda d'installer sur le territoire congolais ses propres citoyens. Soyez rassurés, les Rwandais sont fiers d'être Rwandais. La preuve, c'est le passeport qu'ils portent, la valeur de ces passeports à l'étranger par rapport au passeport congolais. Lorsque vous allez à l'étranger avec un passeport rwandais, vous êtes respecté. On ne vous fouille pas comme on fouille un Congolais qu'on considère comme un malpropre. Expropriation et manipulation. Les biens des réfugiés sont spoliés par l'État et des milices, tandis que Kinshasa incite les membres des autres communautés locales à s'opposer à leur retour, les présentant comme une menace à l'intégrité territoriale. Zones inhabitables. Les zones de retour manquent d'infrastructures, habitat, routes, adduction d'eau potable, écoles, hôpitaux, rendant ainsi le rapatriement compliqué. Cette négligence délibérée aggrave la crise humanitaire. Le déni du droit au retour des réfugiés d'expression kinyarwanda renforce leur exclusion et place l'AFC-M23 comme leur défenseur tout en conservant sa mission de porter la cause nationale. Une solution humanitaire est cruciale pour apaiser les tensions. Enfin, pour terminer, les inégalités économiques, un pillage organisé. C'est la septième et la dernière cause des conflits. Les inégalités économiques
exacerbées par la prédation des ressources, sont l'une des causes fondamentales du conflit. Le pillage des mineurs. Les élites de Kinshasa monopolisent les revenus des minéraux, privant les entités locales de tout développement. Selon Global Witness, 80% des exportations minières sont illégales. Exclusion économique. Les communautés de l'Est, notamment celles d'expression Kinyarwanda, sont écartées des opportunités économiques, renforçant leur marginalisation. Lorsque vous êtes un Tutsi à Kinshasa et vous faites le business, on vous considère d'abord comme un infiltré au service du président Kagame. On vous arrête, on vous met en prison et on vous ravit vos biens. Absence d'investissement. Toutes les provinces de la RDC manquent d'infrastructures, y compris des espaces d'intérêt économique particulier, tels que les zones minières du Kivu et de l'Ituri, qui sont exploitées par des multinationales au profit des régimes successifs de Kinshasa. L'exploitation des provinces de l'Est du pays qui ont souffert des affres de la guerre sans redistribution équitable alimente l'injustice et soutient la vision de l'AFC M23 pour une gouvernance fédérale. Voilà, mesdames, messieurs, un État qui se comporte de la sorte, qui alimente les conflits, qui met le pays en faillite, un État qui ne respecte pas ses engagements, c'est un État délinquant, tout simplement. Et lorsqu'on est délinquant, la loi a prévu des mécanismes judiciaires pour traiter les délinquants. Et la constitution de la RDC nous donne justement le droit, et d'ailleurs même le devoir, de pouvoir mettre fin à un tel régime. Et c'est la mission que l'AFC M23 a choisie, parce que c'est une obligation nationale, c'est un devoir civique de chacun de nous. La partie qui concerne la légalité de la lutte du M23, qui est basée sur la Constitution, va être développée par mon collègue, le docteur Freddy Kaniki, et qui sera suivi par le secrétaire permanent des Lions Kivu. Je vous remercie.